Le journal des correspondants, retour sur les différents sujets d'actualité qui ont marqué la semaine dans nos provinces. Le journal des correspondants, le tour du pays avec nos correspondants en province. Le journal des correspondants, chaque samedi 12h avant la grande édition d'information, en rediffusion dimanche à 8h. Le journal des correspondants, émission présentée par Osé Manzanza. Nouveau numéro de votre magazine, le journal des correspondants, votre émission qui revient chaque week-end sur les différents sujets qui ont marqué l'actualité dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ce week-end, exceptionnellement, c'est une édition spéciale. On va se pencher sur ce qui s'est passé cette semaine au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez suivi l'actualité. Il y avait évaluation de l'état des sièges, mesure exceptionnelle instaurée par les chefs de l'État. Il y a cela 2 ans dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté à l'Assemblée nationale? Quelles ont été les conclusions de ces travaux qui ont réuni acteurs politiques, ceux de la société civile? Nous en parlons dans ces nouveaux numéros de votre magazine, les journaux des correspondants, tout de suite sur Top Congo FM. Le journal des correspondants, retour sur les différents sujets d'actualité qui ont marqué la semaine dans nos provinces. Allez, on va débuter cette émission avec un point avec nos correspondants en province. On débute avec Jonathan Kombi depuis la province du Nord Kivu. Jonathan Kombi qui est avec nous, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Osé Manzanza, bonjour à tous les auditeurs de la fréquence utile. Bonjour également aux invités, ils sont ici sur le plateau. Bonjour. Jonathan Kombi, correspondant des Top Congo FM à Goma dans la province du Nord Kivu. Vous avez suivi l'actualité cette semaine. C'était l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Une table ronde était organisée à cet effet ici à Kinshasa. Alors la question, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quel bilan de l'état des sièges dans la province du Nord Kivu depuis l'instauration de cette mesure jusqu'à ce jour? Vous avez quelques minutes, Jonathan Kombi. Bien, merci Osé. Il faut ici retenir que la situation, notamment sécuritaire, ne s'est pas tellement améliorée, même s'il y a eu cette mesure exceptionnelle, c'est-à-dire l'état des sièges. Et donc, c'est pendant l'état des sièges qu'il y a aujourd'hui l'occupation de la frontière de Bunagana par les rebelles de 23. Il y a aujourd'hui l'occupation de portions du sol congolais, notamment à Rutshuru, à Siti, à Congo. Et donc, toutes ces localités, il y a plusieurs localités aujourd'hui qui sont sous les jougs des rebelles du M23 et des populations là-bas ne savent plus à quel sens se vouer. Si vous arrivez à Goma, tout autour, il y a des camps de déplacés, même jusqu'à Kanyabayonga. Là, nous sommes dans la partie, disons la partie du territoire des déplacés qui sont là-bas, qui croupissent dans une misère incommensurable. Et donc, il y a vraiment ces défis sécuritaires qui peut-être n'a pas évolué tout simplement parce que l'état des sièges, il fallait aussi s'occuper d'autres questions, notamment l'administration et tout ce que vous avez compris par rapport à l'évaluation, c'est-à-dire les recettes qui ont augmenté et tout. Mais sur le plan sécuritaire et même à Goma, je vous informe d'ailleurs qu'il n'y a pas plus de 72 heures, je crois, 72 heures, oui, que des civils, de personnes ont été kidnappées, enlevées. Et il y a eu des manifestations à Goma ici pour réclamer justement la relaxation de ces civils, dont un étudiant même de l'ISTA. Il y a même des bâtiments des campus du lac qui ont été vandalisés, même les bureaux zone est, disons, de RTL ici. Merci beaucoup, Jonathan Kombi, correspondant des Top Congo FM à Goma dans la province du Nord Kivu. On a compris, les bilans ou les changements n'ont pas été significatifs en rapport avec cette mesure sur les plans sécuritaires. Alors, Franck Assanté, vous êtes avec nous en direct dans cette émission. Bonjour. Bonjour mon père Osé Manzanza, bonjour à nos invités, bonjour également à tous les auditeurs de Top Congo FM, la fréquence utile de Kinshasa. Franck Assanté, je rappelle que vous êtes correspondant de Top Congo FM dans la province de l'Ituri. On vous reçoit depuis la ville de Bunia. Alors, vous avez suivi Jonathan Kombi. Est-ce que c'est la même situation dans la province de l'Ituri?
Oui, effectivement, c'est la même situation. Depuis que cette période spéciale a été instaurée par les chefs de l'État, bien qu'il y a des avancées, mais ce qui est vrai, les résultats attendus par la population n'ont pas atteint les niveaux par rapport à ce que nous voyons et ce que nous vivons même présentement. Et ce qui est fait depuis l'instauration de cette période spéciale, d'après les rapports des différentes structures citoyennes, il y a plus de 6 000 personnes qui ont été tuées. Imaginez-vous 6 000 personnes tuées pendant une période spéciale qui avait comme une mission... Pour la seule province de l'Ituri, vous parlez de 6 000 personnes tuées depuis que la mesure de l'état de siège est instaurée dans cette partie du pays. Effectivement, donc depuis l'instauration de l'état de siège, il y a plus ou moins 6 000 personnes déjà tuées par les groupes armés, notamment locaux, mais aussi étrangers. Là, je parle de Codeco, SPIC, Autodéfense, mais aussi les groupes armés étrangers qui endeuillent la partie du territoire du Houn, mais aussi actuellement Mambasa, les terroristes EDF. Alors, les sites de déplacés internes sont quasiment inondés. Il y a aussi des réfugiés au niveau du pays voisin qui est l'Ouganda. La situation est chaotique. Des localités qui sont occupées par les groupes armés, notamment dans le territoire d'Indjougou. Mais les forces armées de la République démocratique du Congo, les forces loyalistes sont vraiment aussi en train de mener les opérations. Mais jusqu'à présent, après la tenue de cette table ronde, la population ne dit que par la levée de cette période spéciale. Merci beaucoup Franck Assanté pour toutes ces précisions en termes de bilan depuis que cette mesure est instaurée. Je rappelle dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Alors les débats ici sur Antenne, nous sommes en direct plateau spécial ici à Pigeon avec le député national. Merci beaucoup à vous Jonathan Kombi et puis Franck Assanté. Merci Osé, voilà, bon week-end à tous. Merci Osé, merci beaucoup, bon week-end surtout aux invités. Et voilà, je disais que sur le plateau, nous sommes avec le député national Jean-Baptiste Kassekwa, élu de Goma dans la province du Nord Kivu, député élu du parti politique SID de Martin Fayoulou, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Osé, bonjour aux co-débatteurs, aux collègues, bonjour à tous les auditeurs de Top Congo. Nous sommes avec le député national Daniel Fouraouma, député national élu de la province de l'Ituri, élu pour le compte du FCC. Bonjour, cher Osé, bonjour aux estimés collègues ici présents et à tous les auditeurs de la radio Top Congo. Nous sommes également avec le député national Bertin Mobundi, il est président de la commission défense et sécurité au niveau de la chambre basse du Parlement. Bonjour Osé et bonjour à tous les auditeurs de Top Congo et bonjour à mes collègues que je retrouve ici avec beaucoup de plaisir. Alors, honorable Bertin Mobundi, vous avez suivi nos correspondants, Jonathan Kombi et Franck Assanté. Le bilan n'est pas heureux dans les deux provinces qui étaient concernées par cette mesure exceptionnelle par les chefs de l'État. L'état des sièges qui était présenté comme une réponse de gouvernance sécuritaire n'a pas pu amener des résultats escomptés. Merci Osé pour cette question. Je voudrais d'entrée de jeu essayer de montrer un peu les choses d'une autre manière. Vous savez, l'état de siège, c'est juste, c'est comme un véhicule qui a un contenu, et ce contenu devrait être à la hauteur pour permettre d'atteindre l'objectif pour lequel l'état de siège avait été instauré. Et ici, je parle de la paix et de la sécurité dans les deux provinces, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri. Et donc, c'est une matière très sensible que nous sommes en train sur laquelle nous allons débattre ici et qui va nécessiter, bien évidemment, que nous puissions être très responsable dans nos propos et je voudrais, pour répondre encore une fois à votre préoccupation, revenir sur ce qu'a dit Jonathan et Franck. Jonathan, et ça j'ai souligné, il a dit très clairement que la situation sécuritaire n'a pas tellement amélioré. Et lorsque vous suivez Franck Assanté, il dit, bien qu'il y ait des avancées, mais on n'a pas atteint les objectifs escomptés. En Ituri, on parle depuis de 6 000 personnes tuées sous cette mesure exceptionnelle. C'est dommage que Franck ne nous a pas dit qu'est-ce qu'il appelle qu'il y a eu des avancées. Qu'est-ce qu'il voulait dire par il y a eu des avancées, certes.
Et après, il nous a bien sûr brossé la partie sombre. Mais je pense qu'il y a une partie qu'il n'a pas dit malheureusement, mais qui montre quand même qu'il y a eu certaines avancées. Mais nous ne sommes pas là. Ici, je pense que nous devons tenir compte de ce que demande la population de l'Est, et plus particulièrement du Nord Kivu et de l'Ituri. Nous y étions plus de 3-4 fois avec le Premier ministre pour une évaluation sur terrain. Et ce que j'ai retenu, moi, personnellement, ce n'est ni la levée, ni le maintien, ni la réqualification, mais la population demande la paix et la sécurité, tout simplement. Et nous, en tant que décideurs, nous devons orienter tout ce que nous faisons vers ces deux objectifs. Garantir la paix et la sécurité à nos populations de l'Est. Est-ce que nous avons atteint cet objectif? Non. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on continue à avoir des difficultés aujourd'hui et les gens s'en prennent à l'état de siège. En fait, ce n'est même pas un problème de l'état de siège, mais moi j'ai toujours dit, il faudrait que nous puissions nous rassurer de donner à notre armée le moyen suffisant qui va permettre à ce que l'armée puisse faire son travail. Le travail de sécuriser nos frontières, mais aussi la population. Et c'est de cette manière-là que nous pouvons garantir la paix et la sécurité à la population de cette partie de la République. Donc les débats, par exemple, autour de la table ronde devaient être comment ramener la paix et non lever ou pas l'état des sièges. Ça, c'est ma position et je reste vraiment attaché à cela. Je l'ai toujours dit d'ailleurs. Nous sommes allés dans un débat autour de la levée, autour du maintien, autour de la réqualification. Et vous avez vu que dans la salle, tout le monde voulait prendre une position ou une autre, mais personne ne prenait la position d'un Congolais responsable qu'on appelle à Kinshasa pour qu'ensemble réfléchissions sur qu'est-ce que nous allons concrètement faire pour que nous puissions garantir la paix et la sécurité à nos populations qui souffrent, ça fait plusieurs années. J'aurais bien voulu que nous puissions quitter la salle du Palais du Peuple avec des options proposées au commandant suprême sur ce qui devrait être fait pour que nous puissions réellement être capables de sécuriser nos frontières, mais aussi nos populations à l'est de la République. Alors, dans les rangs de ce qui devrait être fait, le chef de l'État Félix Tshisekedi a pris une mesure. Instaurer l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour amener la paix. 2 ans après, est-ce que c'était une bonne décision? Écoutez, le chef de l'État a pris la décision de le faire, c'est sur demande d'ailleurs, il faut le rappeler ici, c'était sur demande de députés de cette partie de la République. J'ai participé personnellement à une réunion où la demande avait été formulée au Premier ministre qui a remonté, et le chef de l'État, j'imagine, avec le regard qu'il a dans l'ensemble sur le plan sécuritaire au niveau de la République, et plus particulièrement sur les 2 provinces, il a levé l'option d'instaurer l'état de siège dans cette partie de la République. Et c'était une mesure salutaire qui a été saluée d'ailleurs par la population. Rappelez-vous, toute la population était très contente d'apprendre que la mesure était prise. Mais cela ne suffisait pas. Au-delà de prendre la mesure, il eût fallu maintenant travailler pour que nous puissions nous rassurer de donner à notre armée le moyen suffisant pour faire le travail. Et je pense que c'est ce travail-là qui était en train d'être fait. Jusqu'aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'il y a eu des avancées significatives sur ce point-là. Évidemment, une avancée qui va dans le sens de la montée en puissance de notre armée. Bon, ça prend beaucoup de temps, certes, parce que nous avions hérité d'une armée vraiment en difficulté. Et il faut dire aussi qu'il y avait beaucoup de problèmes à régler, beaucoup d'infiltrés au sein de l'armée. Et tous les cas qui ont été décriés à un certain moment par le chef de l'État lui-même, de détournement de fonds alloués à la défense. Et donc, je crois aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on conjugue au passé et qui sont en train de nous permettre d'aller petit à petit vers une solution par rapport à la montée en puissance de notre armée. Et c'est là que nous pouvons être sûrs d'avoir une puissance de feu qui va nous permettre d'avoir le respect au niveau de cette partie de la République. Mais dans les cas contraires, écoutez, on peut tout dire, mais l'état de siège continuera
toujours à être un problème, parce que ce n'est pas l'état de siège qui ramène la paix, mais c'est plutôt notre armée qui doit se battre et nous sécuriser. Honorable Jean-Baptiste Kassekwa, les chefs de l'État instaurent l'état de siège sur demande des députés nationaux que vous êtes, comme l'a dit le député Bertin Mobondi. Comment ça se fait que 2 ans après, vous soyez vous-même député à la première ligne pour combattre cette mesure qui était autrefois une proposition venant de vous? Alors, c'est ici que je l'apprends de la part de mon collègue Bertin. J'ai toujours pensé effectivement que l'état de siège devrait procéder d'un complot de l'Union sacrée contre la partie Est de la République. Pourquoi d'un complot? Parce que, tenez, l'état de siège instauré le 3 mai 2021 ne répondait à aucune des causes de l'échec des différentes opérations militaires régulièrement lancées à l'est de la RDC. Au lieu de doter les FARDC de moyens, au lieu de répondre aux défis d'organisation, aux défis d'impunité, aux défis de discipline, aux défis d'infiltration, on a distrait les Congolais par une mesure sans aucun contenu. Et Bertin et moi, nous sommes de la Commission de défense et sécurité. En date du 29 septembre 2021, nous avons voté des résolutions et recommandations d'après lesquelles il fallait à tout prix que le gouvernement présente un plan de sortie de l'état de siège au regard du bilan négatif de cette mesure-là. Donc, Félix a dit, contrairement à ce qu'a dit Bertin, que vous parlez du président Félix Tshisekedi. Que l'idée n'était pas venue de lui, que c'est à l'occasion de sa visite à Nitori que l'idée lui a été vendue, je ne sais par qui, et qu'au départ, on lui proposait de faire l'état de siège, et son cabinet a trouvé mieux d'instaurer l'état de siège. Son cabinet ne lui a pas dit qu'il fallait un chronogramme d'opération. Son cabinet ne lui a pas donné l'état des lieux de l'armée. C'est 1 mois après, à l'occasion de son séjour à Goma, qu'il décrit qu'il y a une mafia au sein de l'armée, qu'on lui a menti autour des effectifs. Voyez-vous, on va à tâtons. Et personnellement, j'ai participé à la table ronde. Je salue ici la loyauté avec laquelle la plupart des délégués ont exprimé l'amertume des habitants de Djougou, de tous les territoires de l'Ituri, comme de Nord Kivu. Pourquoi l'amertume? Figure-toi, Osé, que des populations consentent qu'on leur dépouille de leur liberté pendant 27 mois durant. Ils acceptent qu'on mette de côté des institutions politiques provinciales démocratiquement élues, pourvu que la paix revienne. Mais 27 mois après, vous avez eu les chiffres, vos correspondants en ont donné quelques-uns. Et moi, j'ai des rapports de monitoring établis par 2 collègues basés à Butembo qui font bien leur travail. Les rapports de monitoring des institutions Les rapports de monitoring des tueries dans le cadre des opérations, dans le cadre de l'état de siège, et qui démontrent que pendant les 11 mois de l'état de siège, par exemple, le nombre de personnes tuées dans le territoire de Beni, Irumu et Mambasa, c'est 4516, ce qui donne une moyenne de 411 personnes tuées par jour, alors que avant l'état de siège, on n'en était pas là. L'année baromètre sécuritaire du Kivu pour l'année 2018 donne un total de 914 tués dans les mêmes zones. C'est dire que pendant l'état de siège, le nombre de personnes tuées est multiplié par 5. Non seulement le nombre de tués, mais la zone occupée par les groupes armés, principalement l'ADF. Avant l'état de siège, le massacre se passe dans le triangle de la mort, la forêt de Mayangos. Sous l'état de siège, ce sont toutes les chefferies et tous les groupements du territoire de Beni qui sont attaqués, tous les territoires de Rumu, tout Mambasa. Les tueries s'étendent jusqu'à Lubero. On connaît une attaque spectaculaire de la prison à Butembo. Les M23 ressurgit le 8 novembre 2021, soit 6 mois après l'état de siège. Les M23 occupent des agglomérations entières sous l'état de siège. Bref,
Et à part ça, sous l'état de siège, pour la première fois, le Nord Kivu connaît 2 territoires qui n'ont pas participé à l'enrôlement, à savoir Massissi et Rutshuru, avec comme conséquence, si les élections sont organisées au 20 décembre, 100 députés provinciaux issus de Massissi et de Rutshuru, l'Assemblée provinciale de Nord Kivu ne saura pas élire le nouveau gouverneur. Tout ça du fait de l'échec de l'état de siège. Et il n'y a pas que ça. La route Goma-Kanyabayonga-Butembo, complètement bloquée. Le nombre de groupes armés, j'ai lu que le programme TDRC a publié son rapport 2023, d'après lequel, à l'est de la RDC, on dénombrerait désormais 236 groupes armés locaux, plus 16 groupes armés étrangers, alors qu'on en avait 140 avant l'état de siège, alors qu'on en avait seulement 40 en 2019. Bref, l'état de siège, à mon avis, au lieu d'une table ronde, si le Parlement congolais était sérieux, on aurait dû convoquer un congrès au cours duquel nous devrions décider de la mise en accusation des 2 personnalités ayant signé l'ordonnance instituant l'état de siège, à savoir M. Félix Samalukonde. Mais bon, comme le Parlement a été phagocyté, il a été pris en otage, on veut faire une diversion par l'État. Merci beaucoup, honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Merci beaucoup, honorable Jean-Baptiste Kassekwa. Alors, honorable Daniel Foire, vous êtes élu de l'Ituri. Les bilans est négatif selon les correspondants qui sont intervenus ici dans cette émission. Vous avez suivi les 2 interventions. Table ronde pour résoudre la question ou donner de nouvelles pistes par rapport à cette mesure. Est-ce que vous êtes arrivé à un consensus lors de cette table ronde? Merci de la question, cher Osé. Nous étions partis à la table ronde, pas pour dégager un consensus, parce que tel que les orientations ont été données, déjà il y a eu un comité préparatoire qui a statué sur la situation et proposé 3 options, le maintien, la réqualification et la levée. Et maintenant, ils ont, et là je dois quand même mettre l'accent, l'équipe technique ou le secrétariat technique a orienté les gens dans ces différentes commissions sans demander leur point de vue. Ça, quand même, c'est quelque chose qu'il faut évoquer. Et ce qui a fait que, en arrivant dans chaque commission, il y avait des personnes ou des personnalités qui se sentaient mal à l'aise par rapport à la thématique dans laquelle ils étaient orientés. C'est comme ça qu'ils ont su claquer la porte pour rejoindre la thématique qu'ils défendaient de leurs convictions. C'est à l'issue de ces constats qu'il s'est dégagé à la fin une bonne majorité des participants sont revenus siéger dans la thématique levée. C'est qui d'abord. On parle de 2 tendances à la fin de ces travaux. Non, s'il vous plaît, j'arrive. Ce qui a clairement démontré que sur le 500 ou 600, je n'ai pas les chiffres exacts des participants, une grande majorité opte pour la levée. Mais des tendances, bien évidemment, parce que constitutionnellement, la réqualification de l'état de siège ne se justifie pas. Il n'y a pas un dispositif constitutionnel ou légal qui évoque la réqualification d'une mesure aussi exceptionnelle comme l'état de siège. Et donc, ceux-là qui ont tablé dans la commission préparatoire pour préparer cette table ronde se sont trompés. Il fallait interroger la Constitution. Et encore là, dans la Constitution, on dit qu'il y aura des lois spécifiques qui définira la mise en application de cette mesure qui, jusqu'aujourd'hui, n'existait pas dans notre arsenal juridique. Ce qui pose un sérieux problème, ou qui a même posé le sérieux problème d'appliquer ou de faire fonctionner cet état de siège. Mais revenons maintenant aux faits. Vous savez, nous sommes des hauts responsables. Lorsqu'on est déjà député national, c'est la sommité de l'État. Il ne vous reste que les fonctions du chef de l'État. S'il faut aller au suffrage universel direct, le ministre, le premier ministre, ils peuvent être nommés. Donc, on peut nommer n'importe qui, premier ministre ou ministre, mais pour être élu, il faudra que la population ait confiance en vous. Ici, lorsque nous parlons de l'état de siège,
objectivement, sans passion, cette mesure n'a pas rencontré les objectifs lui assignés. Si vous lisez, je ne voudrais pas parler de moi-même, si vous lisez dans les deux ordonnances prises par le président de la République, en date du 3 mai, je pense, 2021, il est clairement dit ce que devait faire l'état de siège. Et le président de la commission, l'honorable président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a résumé ça en disant ramener la paix et rétablir la sécurité. Et moi j'ajoute, il faut restaurer l'autorité de l'État. Parce que à l'époque, dans plusieurs entités, l'autorité de l'État n'existait plus. Ramener la paix et établir l'autorité, bonnet, blanc, blanc, bonnet, puisqu'il s'agit de l'État qui doit justement rétablir la paix. Justement, maintenant l'État dans un cadre particulier, parce que dans la deuxième ordonnance, vous verrez qu'on a donné les prérogatives. D'ailleurs, l'ordonnance dit à son article 4, l'ordonnance numéro 21/016, donne des prérogatives exorbitantes, c'est-à-dire au-dessus des prérogatives normales. Pour que, n'est-ce pas, ces gouverneurs qui seront placés utilisent ces prérogatives sans être condamnés par la loi, afin de ramener la paix et l'autorité de l'État. Et on a même cité faire des perquisitions de jour et de nuit dans les domiciles. De nuit, s'il vous plaît. On a cité encore rechercher et ordonner la remise des armes et des munitions. Je vous pose la question. Vous êtes un grand journaliste, vous suivez les informations. Avez-vous attendu qu'il y ait des perquisitions organisées la nuit dans la province de l'Ituri, et je peux citer avec précision, dans les territoires d'Ndjougou, parce que c'est l'épicentre des violences. Les territoires de Ndjougou et d'Irumu, évidemment. Surtout Ndjougou. Est-ce que avez-vous attendu ça? Rien n'est fait. Aucune opération de cette envergure n'a été menée. Alors, honorable Jean-Baptiste Kassekwa, l'Est du pays connaît cette situation depuis plus de 25 ans et depuis tous ces temps, il n'y a jamais eu une réponse de gouvernance sécuritaire en termes de mesures à prendre au regard de la Constitution. L'état des sièges était donc cette mesure prise pour la première fois par le gouvernement ou le chef de l'État pour arriver à mettre fin à cette situation des tueries que connaissent notre partie Est du pays. On parle aujourd'hui de plus de 6 à 10 millions de morts dans cette partie du pays. On enlève l'état des sièges, mais qu'est-ce que vous proposez en contrepartie? Alors, les collègues savent, s'ils se rappellent, qu'en date du 24 avril 2021, la plénière de l'Assemblée nationale avait voté une résolution portant la création d'une commission d'enquête autour des opérations militaires lancées à l'Est depuis une dizaine d'années. Je rappelle ma question. Vous êtes pour la levée de l'état des sièges. Qu'on enlève l'état des sièges aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez en contrepartie en termes de mesures pour arriver justement à ramener la paix et la sécurité telle que voulue par la population de l'Est du pays? Non, l'état des sièges, la table ronde n'a été qu'une messe de requiem. Il ne reste qu'à signer le certificat de décès pour son inhumation. Donc ça ne fait plus de débat. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Je disais que nous avons mis en place une commission d'enquête et mon collègue Bertin, nous nous sommes parfois divergés fondamentalement autour de ça. Et pour moi, cette commission était une voie de solution. Et au lieu de cette commission-là, on nous a divertis par un état de siège qui a complètement tapé à côté. La commission était chargée de quoi? Je me rappelle, Njoli, Kabounde, tous les collègues sont intervenus énergiquement ce jour-là pour dire, depuis que cette crise commence à l'Est, on n'y a dépêché que des missions d'information. L'État a débloqué des moyens, nous n'en avons jamais connu la destination. La guerre est devenue un business. Il fallait donc que la commission d'enquête identifie les réseaux de détournement des fonds alloués aux opérations. Qu'est-ce qu'il faut faire? La population ne demande pas autre chose, demande des opérations militaires robustes. Et pour qu'il y ait opération militaire robuste,
L'armée n'a pas besoin qu'on nomme un chef de quartier ou un gouverneur de province. Non. Ce n'est non plus pas une armée infiltrée qui arrivera à remporter la guerre. Notre armée a besoin de réformes au niveau de l'organisation. Notre armée a besoin de moyens qui parviennent effectivement aux hommes de troupes, de moyens de tout genre, la logistique y compris. Notre armée a besoin de la discipline. Notre armée a besoin d'une réorientation idéologique pour qu'elle cesse de considérer... Mais une question, est-ce que durant l'état des sièges, c'est les moyens qui ont manqué à l'armée? Alors, mon collègue Bertin Moubonzi a assez bien beaucoup de choses. On a débloqué des moyens au nom de l'état des sièges, mais ces moyens ne sont jamais parvenus sur le terrain. Bien au contraire, même l'état des sièges a été une mafia. Rien n'a changé sur le terrain. Vous parlez de détournement des fonds alloués à l'état des sièges. Les rapports établis par la Commission Défense et Sécurité sont clairs là-dessus. Le ministre de la Défense lui-même a diligenté des rapports. On en est arrivé aux mêmes conclusions. Malheureusement, aucune sanction n'a suivi tous ces rapports-là et les recommandations sont restées lettres mortes. Honorable Bertin Mobondi, vous avez suivi votre réaction? Bon, dommage qu'Assekwa pense que nous avons des divergences, mais c'est tout simplement le fait que je peux peut-être avoir une information qu'il n'a pas. Et ce que j'ai toujours déploré, c'est que parfois, il analyse des choses avec comme soubassement le manque d'informations dans ces domaines-là. Et du coup, il est un peu à côté. Vous parlez de quoi précisément? Et là, je parle précisément, vous parlez de quoi précisément? Je parle précisément de l'enquête qu'il évoque les rapports de monitoring et qui est à 75% terminée aujourd'hui. Jusqu'à la fin de la session parlementaire, collègue. Voilà, donc je disais, nous sommes à 75% à la fin pratiquement de... Peut-être que le rapport sera présenté au cours de la dernière session le premier rapport préliminaire a déjà été déposé au bureau de l'Assemblée nationale. Mais vous en débattez quand même au niveau de la Commission Défense et Sécurité, il est également membre. Bien sûr, vous allez vous rendre compte que c'est une enquête pas de la Commission Défense et Sécurité, mais plutôt de l'Assemblée nationale. J'ai parlé d'en débattre au niveau de la Commission. Aujourd'hui, la primeur de ce rapport, ce n'est pas la Commission de défense, mais c'est le bureau de l'Assemblée nationale, avant que ça nous arrive au niveau de la plénière. Et donc, nous sommes à 75% à la fin de ces enquêtes. Il ne reste plus qu'une descente en Ituri et au Nord Kivu qui va intervenir, d'ailleurs, la semaine prochaine, selon le programme qui a été fixé tout récemment avec les autres collègues. Et donc, sur ce point, il n'y a aucun souci. Et effectivement, c'est ce que je dis dans mon introduction, il y a beaucoup de choses aujourd'hui que nous faisons et qui vont dans le sens de nous rassurer que nous pouvons arriver ne fût-ce qu'à toiletter et à avoir une armée suffisamment organisée, équipée et qui puisse être capable de sécuriser nos frontières et la population. Honorable, vous avez suivi l'intervention des députés, honorable Daniel Foura, vous avez également suivi l'honorable Bertin Mobondi. Il souhaite organiser justement l'armée, amener l'armée à monter en puissance. Qu'est-ce qui est fait de votre côté, autorité budgétaire, les parlements? Qu'est-ce que vous faites pour justement amener à la montée en puissance de l'armée? On parle ici des détournements des fonds alloués pour les opérations militaires dans le cadre de l'état des sièges. Mais osez, c'est ce que je disais. Vous savez, nous sommes en train de parler de la situation sécuritaire et il y a certaines informations qu'on ne peut pas livrer ici. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, non seulement le budget de la défense avait été revu à la hausse, et je crois que Kassekwa, il en sait quelque chose, hein, même si ce n'est pas encore suffisant, mais au moins l'Assemblée nationale... Nous sommes à combien aujourd'hui? Nous sommes passés de 6 à 9 pratiquement %, et donc c'était... Non mais en termes de chiffres, la population ne confond pas les pourcentages. En termes de chiffres, on est parti de quel montant pour avoir aujourd'hui quel montant à qui devrait assurer justement cette montée en puissance de l'armée congolaise?
Mais écoutez, lorsque je parle de pourcentage, c'est déjà ça le chiffre, c'est par rapport à notre budget national. Parce que ce que nous réservons à la défense, c'est le pourcentage que nous tirons du budget national. Et notre budget... Je voulais parler des chiffres. Quand déjà le budget est voté, parler des 16 milliards, qu'on n'est même pas arrivé à atteindre en termes d'assignation, mais est-ce que cela représente quelque chose? Qu'est-ce que ça représente en termes de sommes d'argent chiffrées? C'est à cela ma question. Bon, je pouvais faire un calcul rapide, mais pour ne pas retarder l'émission, on avance, mais au-delà de ça, nous sommes allés plus loin. Il y a eu la loi de programmation militaire qui a été adoptée au niveau de l'Assemblée nationale. Une première. C'était une première, et avec la loi de programmation militaire, nous avions prévu un montant de 1 milliard que nous devions décaisser chaque mois pour permettre effectivement à notre armée d'avoir des équipements et d'avoir des formations conséquentes. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Au-delà de ce qui est prévu par le budget national, on a créé un compte spécial d'affectation pour la défense. Un compte spécial qui doit être d'ailleurs alimenté par certaines taxes que nous avons identifiées. Il y a eu des réunions que nous avions tenues avec le gouvernement pour que le gouvernement puisse accorder que ces taxes-là, désormais, soient orientées vers ce compte spécial d'affectation pour la défense. Donc il y a un travail qui est en train d'être fait, et je peux vous rassurer qu'en termes d'acquisition, nous sommes suffisamment avancés. Il y a des formations qui sont déjà organisées, il y a des recrutements qui ont été effectués, et donc je crois que on ne peut pas aller dans les détails, mais vous pouvez vous rassurer que l'armée, très bientôt, et je crois que le chef de l'État était clair dans son introduction avec la table ronde, lorsqu'il a dit « Nous donnons la dernière chance à tous ceux qui sont encore en train de s'aimer la terreur dans cette partie de la République, parce qu'à un certain moment, nous allons maintenant décider de passer à une autre vitesse. Et vous pouvez vous rassurer que nous sommes prêts pour que nous puissions le faire. Création des comptes, je dirais, spéciaux pour financer l'armée, loi de programmation militaire, recrutement dans l'armée, toutes ces mesures interviennent justement après la déclaration ou l'instauration de l'état de siège. Est-ce que ce n'est pas à juste titre, on dit aujourd'hui, que cette mesure était prise dans l'impréparation? Non, aucune impréparation. Est-ce que toutes ces mesures-là que vous annoncez aujourd'hui, il faut faire attention tous les changements que vous annoncez aujourd'hui ne devraient pas intervenir avant que la mesure de l'état de siège soit justement déclarée? Mais écoutez, c'est tout un processus. Ce qui est en train d'être fait aujourd'hui va se poursuivre même après les élections. Ça pourra être Félix Tshisekedi au pouvoir ou quelqu'un d'autre. C'est un processus. Donc à un certain moment, on a décrété l'état de siège, mais il y a un processus qui était en cours et qui se poursuit. Il faut mobiliser le fonds, et pour ça, il faut avoir un budget conséquent, il faut recruter, il faut former, il faut équiper l'armée, il faut reformer. Il y a un grand travail qui est en train d'être fait sur la réforme du secteur de sécurité aujourd'hui. Et donc, je peux vous rassurer que c'est trop facile lorsqu'on dit est-ce que ça ne devrait pas être fait avant? Non, ça a commencé avant, ça s'est poursuivi pendant et ça va continuer après. Et je peux vous garantir que c'est ça la solution aujourd'hui pour que nous puissions nous rassurer, nous, en tant que République démocratique du Congo, d'avoir une armée capable de nous sécuriser. Alors, honorable Daniel Foura, est-ce que, regardez tous les éléments évoqués par l'honorable Bertin Mobondi, je rappelle qu'il est président de la commission défense et sécurité au niveau de la Chambre basse du Parlement, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement regarder l'état des sièges ou regarder l'avenir avec espoir, parce qu'il y a des éléments qui présagent justement un bon augure pour les opérations militaires sur le terrain, où il y a une autre recette, où vous avez d'autres propositions? Non, d'abord il faut dire que ce que l'honorable Bertin dit est juste, mais il faut renforcer. Il faudra mettre réellement en application cette loi de programmation de notre armée. Si cette loi est vraiment appliquée à la lettre, ça va résoudre beaucoup de problèmes de sécurisation des frontières de notre pays. Alors, maintenant, est-ce qu'il faut attendre que la loi soit totalement appliquée ou appliquée dans sa globalité pour lever l'état de siège? Je dis non. L'état de siège doit partir. Pourquoi partir? C'est une mesure exceptionnelle.
qui prive nos concitoyens d'un certain nombre de leurs droits reconnus par la Constitution. Et ça met mal à l'aise toute la communauté ou toutes les communautés vivant dans ces deux provinces. Ça, c'est de un. De deux, l'état de siège amène les militaires dans l'affairisme. Je vous dis, si vous lisez, je n'aime pas aller loin du texte, si vous lisez l'article 5 de l'ordonnance numéro 21/016, il est dit, en dehors du pouvoir du commandant des opérations, parce que cet article confère au gouverneur militaire la conduite des opérations, ce qui n'est jamais fait. Je n'ai jamais vu un seul gouverneur de ces deux provinces sur le champ de bataille ou en train de donner des orientations précises par rapport aux opérations. Ça, au moins, je ne l'ai jamais attendu. Nous avons déjà vu le gouverneur Constantin Dima de la province du Nord on va pour des visites. Être à Béni au front avec cher ami, pas au front, remonter les morales. Nous avons également vu à Iroum et à Djougou, d'ailleurs, nous étions là. Demandez aux soldats des rangs, ils vous le diront. Ils sont plus occupés, ils sont confortables, ils se sont rendus confortables dans leur bureau climatisé pour s'occuper de la gestion administrative et financière. C'est pour cela qu'on parle des recettes. Exact. Or, ça c'est le moindre des soucis. On n'a pas besoin de mettre une administration militaire à la tête des provinces pour que les recettes soient haussées ou pour traquer pour traquer les gens qui font le détournement, les gens qui ne payent pas les impôts. Non, ça c'est un problème. Ça c'est une organisation de la gouvernance au niveau de la justice et autres pour que l'ordre soit remis. Donc, il faut lever cette mesure et mettre du sérieux dans l'armée. C'est-à-dire sanctionner ceux-là qui se comportent indignement, qui salissent l'image de l'armée. L'honorable président de la commission vient de le dire. Il y a des traîtres. L'armée est un filtre de traîtres. Mais ces traîtres sont connus. Pourquoi on ne les inquiète pas? Ils sont connus. On peut arrêter quelqu'un, une année, 2 ans, il n'est jamais jugé. Alors qu'on l'a arrêté pour trahison. Pourquoi? On devait le juger rapidement pour servir de modèle aux autres. Ça, c'est de un. Ceux-là qui détournent, c'est aussi une autre trahison. On a fait des missions d'évaluation. Et lui-même, il dit, je suis heureux que la commission d'enquête poursuit son bonhomme de chemin. Nous voulons voir ces rapports incessamment pour que ceux-là, tous les officiers qui sont impliqués dans les détournements de l'argent qui devrait servir des opérations soient traduits devant la justice, jugés, condamnés si les faits sont établis. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pour résoudre le problème de notre armée, il faut une décision courageuse et non prudente. Tout le monde qui gère le pays. La décision courageuse qui doit venir... Ça fait plus de 25 ans. La décision courageuse qui doit venir de qui? Du sommet, à partir du chef de l'État. Qui a par exemple pris la mesure instaurant l'état des sièges. Non, ça c'est pas une décision courageuse. La décision courageuse... Non, l'état des sièges, l'article 85 de la Constitution, c'est le summum même des décisions. La décision courageuse est que mon ami Bertin. Quel autre type de décision courageuse s'il vous plaît, laissez-moi vous dire. Conforme à la Constitution. Je m'explique, non? J'ai mon ami Bertin, avec qui on partage beaucoup, mais le jour où j'apprends qu'il a volé et que j'ai la possibilité de le traduire à la justice, de l'arrêter, de le faire condamner, je le fais. C'est ça la décision courageuse. Moi, je ne parle pas de prendre une ordonnance, mettre une mesure spécifique. Il y a des individus dans ces pays. Nous sommes dans une démocratie constitutionnelle. On agit conformément aux textes de loi qui régissent la République. Nous sommes... La décision courageuse ne doit pas être une décision anticonstitutionnelle, honorable. Pourquoi vous êtes législateur? La Constitution dit que le chef d'État est le magistrat suprême. Pourquoi? Pourquoi il est dit qu'il est le commandant suprême? Est-ce que vous analysez le terme suprême? Au-dessus de lui, il n'y a pas un autre magistrat. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de dire, même s'il y a séparation de pouvoir, l'état des sièges, même s'il y a séparation de pouvoir, il peut dire, attendez, il y a des dossiers qui sont chez vous, les dossiers pour lesquels la République en souffre aujourd'hui, pourquoi vous ne le finissez pas? Il peut le dire. Mais pourquoi il ne le dit pas? Mais cette liberté d'action, c'est fait dans un cadre normatif. On est bien d'accord, c'est dans les lois, des textes des lois de la République, la Constitution. La Constitution est la loi mère, la Constitution dit, le président de la République, chef d'État, il est
le magistrat suprême. Alors, honorable Jean-Baptiste Kassekwa, vous avez suivi l'honorable Bertin Mobondi, des réformes qui sont engagées, notamment pour faire monter en puissance l'armée. Est-ce pas rassurant pour avoir regardé avec espoir l'avenir en ce qui concerne le retour de la paix et la sécurité dans la partie est du pays? Osez, le pays est en danger. À l'heure où nous parlons, ça fait 2 ans que les affaires de Jomba n'étudient plus. Et c'est le M23 qui se donne le kilo d'appeler les parents à ramener les enfants à l'école. 2 ans. Jomba, nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Et bientôt, le 4 septembre, les parents nous appellent de partout pour dire quand est-ce que nous serons libérés pour que enfin nos enfants reprennent le chemin de l'école. Dans 4 mois, ce sont les élections. Et des populations de Massissi Rutshuru disent nous sommes des Congolais en part entière. À plus du fait d'être prisonniers d'un mouvement étranger pendant plus d'1 année, allez-vous nous priver du droit de sanctionner ceux-là qui ne parviennent pas à nous faire sortir de cette situation? Et ça fait très très mal. Pendant ce temps-là, les contingents EAC sont en train de déforester systématiquement la vallée de Mabenga. Tout le parc est décimé et des cargaisons de braises vont de l'autre côté traverser les frontières. Pendant ce temps-là, côté Beni, dans les Rwenzori, les populations nous posent la question. Comment expliquer que nous ne voyons pas d'opération? Bien plus, là où il y a un peu d'accalmie... À Beni, où il y a des opérations conjointes entre les FRDC et l'UPDF, l'armée ougandaise. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Le pays est en danger, il y a extrême urgence. Et nous avions dit que pour ce que la loi de programmation militaire demandait, 1 milliard de dollars, mais qu'il était possible, c'était 5 milliards je pense, qu'il était possible, au regard de la gravité de la situation, étant donné que le gouvernement Sam a dit le budget 2023 était évalué à 16 milliards, qu'on se limite à assurer le fonctionnement de l'État par les 11 milliards de 2022 et que l'on couvre la demande de l'armée d'un seul coup, d'une seule année, plutôt que d'étendre cela sur 5 ans. Aujourd'hui, le pays est en danger. Honorable Jean-Baptiste Kassekwa, je vous interromps. Mais vous ne parlez pas en termes de propositions. Mais qu'est-ce que le président de la République peut prendre comme mesure pour arriver justement à mettre fin à cette situation d'insécurité et favoriser les retours de la paix et la sécurité dans la partie est du pays? Mon collègue Foura l'a dit. Tant que M. Félix va se limiter à dénoncer au lieu de punir. Bertin, il est mon collègue de la commission de défense. Il sait qu'au mois d'août 2021, le ministre nous parle de la destination des fonds débloqués. Et personne n'est sanctionné. Bien au contraire, des gens sont récompensés par des promotions. Moi, je suis revenu avec des chiffres au sujet de l'échec de l'opération Grande Envergure de 2019. À la commission de défense et sécurité, le ministre nous dit, honorable, tous ces gens-là sont déjà interpellés ici à la commission de discipline. Le 20 juillet 2020, ils sont promis. Donc, tant que l'impunité sera la règle de gestion, tant que l'on va faire preuve de clientélisme, même dans la gestion des services sensibles comme l'armée, eh bien, rien ne va changer. Mais je termine par ceci, Osé. J'apprends que certains participants à la table ronde reçoivent des menaces de la part des autorités de l'état de siège, disant qu'ils sont venus plaider la cause de la levée de l'état de siège. De la même manière qu'il y a des collègues qui restent, des membres de la société civile, restent arrêtés, condamnés pour avoir dit que l'état de siège était inefficace. Je voudrais interpeller celui qui a convoqué la table ronde, qu'il instruise aux autorités militaires provinciales de n'inquiéter personne qui a usé de sa liberté pour dire que l'état de siège devait être élevé, mais également que des compatriotes comme les Mouamicho, les Isambiro, les Nico, qui sont arrêtés simplement pour avoir critiqué l'état de siège, les Idengo. Notre commission a adopté la recommandation d'après laquelle il faut une mesure de grâce
pour que ces gens-là, en même temps qu'ils relèvent l'état des sièges, merci beaucoup, ces gens-là honorable Jean-Baptiste Kassekwa. C'était là également vos derniers mots, honorable Bertin Mobondi. Les conclusions des différentes commissions envoyées chez les chefs de l'État. Quelle est la décision que les chefs devront prendre pour justement un meilleur avenir de la partie est du pays? Non, la décision du chef, c'est à sa discrétion. Donc ici, il n'est pas question d'imaginer ce que le chef va prendre comme décision. Ce que moi je voudrais plutôt dire, c'est de ne pas perdre de vue l'objectif. L'objectif ici, c'est, comme l'a dit mon collègue Foura, c'est de ramener la paix, restaurer la sécurité et rétablir l'autorité de l'État. En Ituri, au Nord Kivu et dans toutes les autres provinces de notre pays. C'est ça l'objectif. Et donc nous, en tant que responsables, il a encore si bien dit ce que nous sommes, ce que nous représentons en tant que députés. Nous devons élever les débats et être en mesure de proposer des solutions et quitter la peau de toujours critiquer négativement. La population n'a pas besoin de ça. Elle a besoin de se rassurer que nous, les décideurs, là où nous sommes, nous réfléchissons pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et le problème qu'ils ont aujourd'hui, c'est l'insécurité grandissante et c'est le fait que l'état des sièges n'a pas atteint son objectif. Et je pense que c'est ici l'occasion de rassurer cette population pour dire nous avons la détermination autour du commandant suprême qui est déterminé aussi à trouver une solution à ce problème sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, et toutes les institutions sont mobilisées pour que nous puissions faire des propositions qui iront dans le sens d'atteindre cet objectif et de garantir la paix et la sécurité à nos populations de l'Est de la République. Honorable Foura, vous avez suivi à la fin des travaux de la table ronde, des tendances se sont dégagées, levée de l'état des sièges et maintien de l'état des sièges. À quel type de décision devrons-nous attendre du chef de l'État, Félix Tshisekedi? Ce qui est là, je suis un individu. Je ne peux pas dire ce que le président doit faire, mais si ça dépendait de moi, l'état de siège doit être élevé. Ça, c'est la première mesure. Après la levée de l'état de siège, la Constitution organise tout le fonctionnement. Nous sommes dans une république, les lois existent. Il faut remettre les institutions élues dans leur fonctionnalité et que l'armée rentre dans son rôle traditionnel, pour ne pas dire régalien, parce que le rôle régalien, c'est aussi l'état des sièges aussi est régalien, c'est légal, mais le rôle traditionnel, c'est-à-dire de protéger les tangibilités du territoire national, de sécuriser la population et leurs biens, ainsi de suite. Mais ce qui est important, il faut revoir la manière de gouverner. Aussi longtemps, il n'y aura pas de sanctions. Quand je parle de sanctions, il y a des sanctions positives et négatives. Ceux-là qui font du bien, il faut le promouvoir. Ceux-là qui font du mal, il faut le punir pour décourager les autres à ne pas emboîter les pas. Merci beaucoup, honorable. On va finir là. On a largement dépassé. L'État fait défaut. Vous avez compris que les débats étaient passionnants. Et donc, c'est par ici que nous mettons fin à ces numéros de votre magazine, le journal des correspondants. Vous qui nous avez suivis de partout dans le monde, vous nous avez suivis sur l'ensemble du territoire national. Merci de nous rester toujours fidèles et à très bientôt. Le journal des correspondants, retour sur les différents sujets d'actualité qui ont marqué la semaine dans nos provinces. Le journal des correspondants, le tour du pays avec nos correspondants en province. Le journal des correspondants, chaque samedi 12h avant la grande édition d'information, en rediffusion dimanche à 8h. Le journal des correspondants, émission présentée par Osé Manzanza.